Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce Viva Culture, le premier de l'année 2026. Je voudrais vous renouveler les vœux de l'association, chers auditeurs. Que souhaiter ? Peut-être une année paisible et bienveillante, du moins entre nous, dans ce chaos du monde dont les nouvelles sont si violentes et si effrayantes. Une année active aussi et solidaire et bien sûr lumineuse grâce aux arts sans lesquels nous ne serions pas vraiment nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous propose, pour débuter l'année, l'interview de Cécile Delettré, directrice du conservatoire, un début d'année en musique donc, et une petite revue de presse sur nos émotions négatives. Cécile Delettré, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice du conservatoire René Guerre, et il me semble qu'en ce début d'année, alors que les nouvelles du monde sont assez violentes, assez anxiogènes, il est peut-être bon de se tourner vers la musique. Et quoi de mieux que d'être au conservatoire René Guerre pour évoquer la musique ? Parce que vous êtes directrice depuis novembre 2023. Oui. Vous avez pris la succession de Patrick Bacot et vous imprimez petit à petit votre patte, votre histoire, votre formation sur ce conservatoire, auquel évidemment beaucoup d'habitants tiennent. Oui, tout à fait. Les Havrais sont très attachés au conservatoire Arthur René Guerre. Alors je crois qu'évidemment le principal, ce sont les offres de cours. Effectivement, les cours sont très développés au conservatoire. On a 3 spécialités, la musique, la danse et le théâtre. En musique, on a une offre assez traditionnelle du fait qu'on est un conservatoire à rayonnement départemental et ça implique, par exemple, qu'on enseigne tous les instruments de l'orchestre symphonique, qu'on enseigne le chant. Mais on a aussi des offres qui sont complémentaires et qui sont pas forcément atypiques, mais qui sont complémentaires à cette offre de base. Notamment, on a créé des cours de musique assistée par ordinateur cette année, d'édition musicale pour les personnes qui souhaiteraient créer leur propre partition. Ah oui. C'est utilisé aussi pour les arrangeurs en général. On a recréé un orchestre symphonique d'élèves qui sont plutôt motivés par le projet. Et puis pour les projets d'élèves, on essaye d'intégrer beaucoup d'esthétique, notamment la musique contemporaine, l'électroacoustique, les musiques traditionnelles et la musique ancienne. Voilà. Et je crois que vous touchez les élèves depuis très jeune. Les cours parents-enfants commencent pour des élèves de 4 ans environ. 4 ans. Et ensuite, les élèves seuls viennent à partir de 5 ans au conservatoire. Oui. D'ailleurs, c'est frappant quand on est dans le conservatoire de voir la facilité, la simplicité, l'aise avec laquelle les élèves circulent dans ces couloirs. Ils sont chez eux. On espère qu'ils y sont à l'aise en tout cas. Oui, ça c'est tout à fait réjouissant. Est-ce que vous arrivez à toucher beaucoup de jeunes, beaucoup de public du Havre ? Au conservatoire, on a des élèves de tous âges, donc de 4 ans à 81 ans, je crois. Et on touche des jeunes qu'on aimerait être encore plus nombreux, si possible. Et on a des actions spécifiques pour essayer d'attirer la jeunesse et de faire savoir aux jeunes de tous les quartiers que le conservatoire a une maison qui leur est ouverte. Oui, c'est vrai que dans les années 2019-2022, nous avions eu un orchestre Demos, à l'initiative de Patrick Bacot, qui permettait à des enfants des quartiers du plateau en particulier de venir au conservatoire. Mais je crois que ça perdure un petit peu. Il y a quelque chose de suivi dans cette opération. Oui, le dispositif Demos donc a été mené entre 2019 et 2022. Voilà. Et à la suite de ce dispositif, il a été proposé aux élèves qui le souhaitaient de s'inscrire au conservatoire. Certains l'ont fait, une quinzaine d'élèves se sont inscrits.
Ils ont poursuivi dans le cadre des classes savoir aménager musique. Mhm. Et ils sont toujours inscrits au conservatoire. Donc c'est effectivement pour ces élèves-là, des élèves qui n'auraient peut-être pas connu le conservatoire s'il n'y avait pas eu cette proposition de Demos auparavant. C'est ça. Et je crois que 15 élèves, c'est beaucoup. C'est un bon score C'est un bon relativement score. à d'autres projets Demos dans d'autres régions, tout à fait. Ah oui, voilà. Alors, je crois que vous avez aussi des actions en direction des écoles. Oui, on essaye aussi de toucher les écoliers havrais, Mhm. en passant notamment par le service éducation de la ville, de manière que tous les écoliers de la ville du Havre, quel que soit leur quartier, puissent avoir le même niveau d'information. Donc on envoie dans les écoles l'offre de cours, l'offre de concerts scolaires, l'offre de concerts familiaux aussi, qu'on fait certains samedis, de manière que les familles puissent venir. Mhm. Et puis tout ce qui va être les informations concernant les inscriptions, les réunions, les dispositifs de classe à aménager, musique, danse et théâtre. On essaye de les partager le plus possible aujourd'hui avec les écoles de la ville, de manière que vraiment tous ces écoliers soient touchés et que leurs familles soient bien informées. Ah oui. Et du coup, vous arrivez à toucher toutes les écoles de la ville? Toutes reçoivent l'information, Oui. certaines se candidatent pour des interventions. Oui. Et oui, dans les interventions, on reçoit des écoles de partout dans le Havre. Mhm. Certaines interventions sont très demandées, notamment celles en musique. Mhm. Et donc on fait une sélection, il y a une commission de sélection des Mhm. projets dans ce cas-là. Pour d'autres projets, comme le théâtre, cette année, on avait 8 places, c'est-à-dire 8 classes et Oui. 8 candidates. Donc on les a toutes acceptées dans le cadre du projet. Mhm. Et on mène donc beaucoup d'actions Mhm. vers les scolaires de la ville entière. Est-ce que par exemple il est possible que des enseignants de musique aillent dans certaines écoles comme ça? Oui, tout à fait. Dans le cadre des projets dont je parlais à l'instant, qu'on appelle les interventions en milieu scolaire, finalement, certaines se passent dans les écoles et certaines sont vers les écoliers, mais au conservatoire. Donc c'est lié à des problématiques d'utilisation d'un matériel qu'on aurait au conservatoire et qui ne serait pas facilement déplaçable, à la volonté aussi de faire connaître notre lieu. Et à l'inverse, quand c'est dans les écoles, c'est aussi pour des soucis d'accessibilité, de déplacement pas facile des écoles qui sont éloignées. Donc c'est aussi notre rôle d'aller vers les écoles et dans les écoles quand le dispositif y convient. C'est-à-dire qu'il est possible finalement grâce à vous d'être initié à la musique, à une écoute et une pratique tout à fait large, tout à fait démocratique. Oui, c'est l'idée que Oui. tout Havrais puisse venir s'initier à la musique au conservatoire. Mhm. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà des connaissances ou d'avoir un membre de la famille déjà musicien, c'est vraiment ouvert à tous. Ouf. Alors je parlais d'écoute parce qu'effectivement vous avez aussi toute une série de concerts, je crois. Tout à fait, on a une offre de concerts qui est assez large puisque Patrick Bacot avait initié des concerts qu'on appelle les rendez-vous d'Arthur qui ont lieu tous les vendredis du mois de novembre au mois d'avril. Alors, sauf en période de congé scolaire, puisqu'on suit le calendrier scolaire dans les conservatoires. Ces concerts ont lieu 2 fois par vendredi, à 12h30 et à 18h30. Et ce sont essentiellement des concerts de musique de chambre. Mais on essaye aussi d'intégrer dans la saison des rendez-vous d'Arthur un petit peu la danse. Oui. On a un petit plateau qui ne permet pas de présenter un ballet évidemment, mais la danse est représentée au moins une fois dans la saison. Et il y a aussi des concerts lecture avec des récitants ou des comédiens pour intégrer également le théâtre. Oui. Il me semble que la salle est trop petite, non? La salle peut accueillir 113 personnes et oui. de nombreux Havrais plébiscitent les rendez-vous d'Arthur. Donc Complètement. pourquoi pas envisager un déplacement dans une salle plus grande à l'avenir? Mais bien sûr, oui, tout à fait, on va réclamer ça. C'est à l'étude. C'est à l'étude, très bien. Alors il y a d'autres concerts qui sont prévus parce que peut-être que l'offre de la musique classique est peut-être pas assez nombreuse, assez soutenue ici au Havre. Bien sûr, il y a d'autres concerts que les rendez-vous d'Arthur. On propose donc des concerts familiaux dont je parlais tout à l'heure. On a aussi un orchestre des enseignants qui se produit 3 fois par an.
en général au théâtre de la ville du Havre. Mhm. On a également des concerts professionnels ponctuels parce que c'est intéressant de les programmer, ça en lien avec les enseignements ou alors c'est une opportunité particulière. Donc cette année par exemple, on a travaillé en lien avec le Festival pour les oiseaux au mois d'octobre 2025. Oui, la musique vivante. La musique électroacoustique très vivante. C'est ça, voilà. Et très accessible. Oui. Et puis pour donner un autre exemple, au mois de mai prochain, on organisera une battle orgue piano à l'église Saint-Vincent-de-Paul avec un projet qui permet à 2 instruments dont un connu et un moins connu, c'est un peu le principe de cette battle, de dialoguer avec une œuvre commune, une œuvre jouée à l'orgue, puis à un autre moment du concert au piano pour qu'on puisse comparer les timbres, les sonorités des instruments. Et puis un programme ensuite qui est décidé par les artistes, qui intégrera du César Franck, du Jean-Sébastien Bach notamment. Et cette battle est ouverte à tout public. Elle a lieu dans une église qui permet d'avoir une jauge plus grande, environ 300 personnes cette fois-ci. Ah, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et vous accueillez aussi des chœurs? Oui, on a de nombreux chœurs pour les enfants dès 7 ans. Et puis ça va jusqu'à l'atelier lyrique pour des chanteurs qui sont spécialistes de la voix et des chœurs adultes, pour là qui peuvent être ouverts à des amateurs aussi. Cette année, c'est sous forme de stage, les chœurs adultes. Donc il y aura des stages proposés à partir des vacances de février à chaque vacances. Est-ce qu'on peut par exemple prendre des cours pour former sa voix, pour apprendre à la poser, pour la transformer un peu, si on veut faire du chant lyrique? On peut prendre des cours de chant lyrique. Ah oui. Ça c'est à partir du moment où la voix a mué, donc en général 16-17 ans par avant, pour les hommes comme pour les femmes. Et donc c'est un cours de technique vocale très poussé. Oui. Si on veut être choriste, on n'a pas forcément besoin d'un cours de chant lyrique. On a déjà des informations techniques de respiration par le chef de chant pendant le cours de chœur, sans forcément être inscrit comme élève en chant lyrique. Oui, c'est vrai. Mais on voit la différence quand même. Les chœurs dont les musiciens ont suivi une petite formation, je dis petite quand même étant modeste, petite formation de respiration et de chant lyrique, sont meilleurs pour notre écoute que le chœur où les gens ne savent pas vraiment placer leur voix ou respirer. Oui. C'est un peu le rôle du conservatoire, qu'on aille vers des études très poussées ou le début de quelque chose, de donner les moyens techniques d'une certaine autonomie, et puis de manière à éviter des blessures ou des fatigues. Bien sûr. Qui serait vraiment pas pertinente, c'est aussi notre rôle. Oui. Ah oui. Oui, oui. Puis je crois que vous permettez aussi à des écoliers d'assister à des répétitions. Oui, alors notamment pour l'orchestre des enseignants, lorsque ils préparent des concerts, on invite des écoliers. Et lorsque c'est possible, comme c'est le cas pour le prochain concert qui aura lieu le 12 février, on fait une séance qui n'est pas pour le coup une répétition, qui est une vraie séance scolaire. Oui. Au théâtre spécifiquement pour des élèves. Oui, le 12 février, annoncez-nous l'événement. Alors c'est un concert qui est intitulé Paddington. Oui. Et qui permet de présenter un conte musical qui est dédié à l'ours Paddington. C'est un concert donc, pour orchestre symphonique avec récitant. Le concert sera dirigé par Pascal Morvan pour l'orchestre et le récitant est Bruno Choel. C'est un concert qui est conseillé pour des élèves en âge primaire. Oui, oui. Du CP au CM2, mais qui peut très bien s'adresser à des adultes et à des plus petits aussi. Il y a un âge cible comme ça où on se trouve que c'est particulièrement pertinent, mais ça peut être évidemment pour tout public. Et il y a une deuxième œuvre jouée lors de ce concert, c'est la symphonie La Surprise de Haydn. Ah oui. Ouais. L'histoire de Paddington, c'est l'histoire de Paddington découvrant l'orchestre symphonique et le répertoire d'orchestre symphonique. Et donc certaines œuvres sont citées dans cette œuvre-là, notamment la symphonie inachevée de Schubert ou la symphonie La Surprise de Haydn. Et donc en hommage et pour rebondir sur Paddington, nous allons également proposer bien sûr. Cette deuxième pièce. Vous-même, vous êtes pianiste, je crois, à l'origine. Je suis pianiste de formation, tout à fait.
Mhm. et j'ai enseigné le piano, la formation musicale. Et puis, à un moment donné de mes études, j'ai découvert la musique africaine, Oui. notamment la musique du Nigeria, et j'ai voulu me spécialiser en ethnomusicologie. Oui. Donc j'ai enseigné également l'ethnomusicologie Mhm. À quel endroit? au Conservatoire national supérieur de Paris. Voilà. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez appris donc au Nigeria? J'ai fait des recherches pendant une quinzaine d'années, Mhm. que je poursuis encore sur mon temps libre, Mhm. sur des musiques rituelles de chasseurs pour la plupart. Oui. J'ai essentiellement travaillé sur des musiques de chasse, Oui. d'un peuple qui s'appelle les Yoruba, qui est un des très grands peuples en Afrique, Oui. un des peuples majoritaires au Nigeria. Voilà, et les Yoruba ont plusieurs types de musique, en général dédiées à des divinités. Donc moi je travaillais sur une divinité qui s'appelle Ogun, Oui. et qui est la divinité du fer. Mhm. Elle va rassembler les guerriers et tous les utilisateurs du fer. Alors il y a une liste assez amusante des utilisateurs de fer, parce que ça regroupe les guerriers, les chasseurs, mais également les conducteurs d'automobiles, les coiffeurs Oui. et les informaticiens, par exemple. Oui, par exemple. Oui, oui. Oui. Oui, oui. Donc Ogun a des musiques et donc des fidèles qui chantent. C'est Des ça. musiques qui sont très spécifiques et qui sont assez localisées. Voilà. Oui. Donc d'un village à l'autre, on ne chante pas Ogun de la même manière. Mhm. Mhm. C'est un Vous pays dans avez lequel aussi- j'ai beaucoup voyagé. Oui, voilà. Vous avez aussi, bien sûr, entendu des musiques profanes. Oui, tout à fait. Les Yoruba pratiquent également des musiques profanes, et au Nigeria, il y a de nombreux peuples Oui. qui n'ont pas tous le même rapport à la musique. Donc la musique rituelle est très marquée, très importante chez les Yoruba, Oui. et d'autres peuples pratiquent des musiques rituelles et des musiques profanes un peu plus nombreuses que chez les Yoruba. Mhm. Mhm. Est-ce que la musique est plus importante au Nigeria qu'ici? Pour chaque individu, je veux dire. Oui, elle occupe une place très importante, notamment la musique à texte, Mhm. parce que la parole est agissante chez les Yoruba. Elle a un très grand pouvoir, Ouais. que ce soit dans la vie quotidienne ou dans les rituels, mais voilà, on n'a pas besoin d'être en situation de rituel pour penser que la parole et le texte sont très très importants. Oui. Donc chaque texte, lorsqu'il est chanté, a encore plus de pouvoir. Oui. C'est fascinant. Oui. C'est une des particularités un petit peu Mhm. de ce peuple Yoruba, avec un pouvoir du texte et de la musique qui est peut-être encore plus important que dans d'autres régions d'Afrique. Oui, oui. C'est-à-dire que là, vous avez vécu une ouverture formidable sur des arts d'ailleurs. D'ailleurs, lorsque j'étais au Nigeria, je me suis intéressée à mon sujet de recherche, bien évidemment, mais j'ai également voyagé dans le pays pour découvrir d'autres cultures, Mhm. et j'ai appris beaucoup sur les arts, Mhm. sur la sculpture, sur la Mm. peinture, sur le théâtre. Mhm. En Afrique de l'Ouest, il y a une très belle tradition de théâtre, Mhm. et les Yoruba notamment Oui. sont très, Mm. très impliqués aussi Mhm. dans l'art dramatique en Mhm. général. Mhm. Donc j'ai appris sur la musique et sur d'autres arts. Oui, oui. Et sans doute, cela nourrit aussi votre appréhension de la musique ici, au Havre, dans le conservatoire. Une sorte d'ouverture artistique, musicienne, musicale. Oui, je pense que tout directeur de conservatoire défend l'ouverture esthétique la plus large possible. Et le fait que je sois ethnomusicologue fait peut-être que c'est encore plus évident pour moi. Ça fait que j'ai une écoute, une approche de la musique peut-être un petit peu différente, où j'ai dans la tête des musiques modales, des musiques pentatoniques, et donc pas uniquement des musiques qu'on appelle tonales, Bien celles qu'on sûr. joue, par exemple la musique classique et tonale, des rythmiques aussi qui sont différentes, des rapports, des manières de donner de la valeur au timbre, ou à des dynamiques qui ne sont pas jugées importantes, des éléments, des ingrédients qui sont dans la musique, mais qui sont moins importants dans la musique classique que dans d'autres musiques, par exemple la musique africaine. Et en tant qu'ethnomusicologue, j'ai aussi une connaissance moins affûtée, mais d'autres musiques qui sont dans le monde, qui
qui me servent aussi pour mes cours, évidemment. Bien sûr, oui. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'ethnomusicologie, c'est un milieu relativement petit, Oui, ce qui me donne la chance de connaître de nombreux ethnomusicologues et leurs travaux, oui. de les apprécier, d'avoir pu y goûter, Mhm, et donc de disposer d'un large réseau d'enseignants, chercheurs et mhm. d'artistes Oui. qui travaillent sur des musiques du monde entier. Voilà, vous avez sans doute pensé peut-être à une série de conférences ou de cours ou de stages ou d'ateliers nous permettant nous-mêmes de nous familiariser un tout petit peu avec ces musiques d'ailleurs. Oui, alors pour des cours, ça viendra, c'est tout à fait dans mes projets. La prise de poste fait aussi qu'il y avait des priorités administratives, mais revenir vers l'enseignement et proposer des cours de musique du monde, ça me semble évident. Dans les rendez-vous d'Arthur, il se trouve qu'on a une programmation d'été aussi, des rendez-vous d'Arthur d'été dans lesquels on a inclus des concerts de musique traditionnelle. Je pense notamment à un concert de musique méditerranéenne, donc autour du Maghreb et d'ailleurs, avec des invités, notamment Rachid Brahim Djeloul. On va réinviter l'année prochaine parce qu'il a été très très demandé, très apprécié, et le public des rendez-vous d'Arthur le redemande. Oui. Il y a une ouverture vers les musiques du monde, oui, certaines. Cette année, on a un concert avec des musiques d'un de nos professeurs qui s'appelle Bouchiar Charoudi, qui est iranien et qui joue le ney, c'est une flûte qui se tient de manière traversière, comme la flûte traversière, mais celle-ci n'est pas métallique. Et donc, je ne sais plus de tête, mais c'est dans un des tout prochains rendez-vous d'Arthur. Voilà. Donc on fait figurer ces musiques du monde à plusieurs endroits de la programmation. Et en 2026-27, les professeurs seront invités à travailler sur les musiques modales. Voilà. Donc ça concerne des musiques du Maghreb jusqu'au Vietnam. Oui. Le monde de la modalité. Oui. Faire découvrir autre chose. Et puis après, à autre chose. Voilà. Nous ouvrir les oreilles, nous ouvrir la tête, nous ouvrir le cœur. Eh bien, écoutez, c'est passionnant tout ce que vous venez de me raconter. Et puis merci pour tous nos auditeurs, tous les auditeurs de Viva Culture, nos adhérents bien sûr de l'association Maison de la Culture du Havre. Et puis merci à tous vos élèves, vos enseignants, votre équipe. Merci à vous, Cécile Delettré. Merci. Merci beaucoup. Et bonne année. Et très bonne année également. Très bonne année musicale. Un certain nombre d'articles s'intéressent aux émotions négatives qui nous envahissent et nous ont envahis depuis plusieurs mois déjà, mais notamment cet été, devant des informations relatant le chaos du monde, les guerres, les massacres, les famines, les dictatures, les populismes. Et c'est d'ailleurs un hors-série du Monde qui y fait allusion. Il s'intitule « La France, héritage d'une puissance », dans lequel, par exemple, l'historien Patrick Boucheron s'alarme de l'inquiétude légitime des Français d'appréhender l'avenir et s'intéresse à la possibilité de surmonter un dilemme entre nostalgie de la grandeur et vertige du doute. C'est aussi un très grand article dans Télérama du 24 septembre d'Olivier Pascal Mousselard qui s'intéresse à 5 nouveaux essayistes qui se penchent sur ces passions tristes que sont la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, le désarroi. J'imagine que vous les ressentez comme moi quand vous allumez une chaîne d'information ou que vous entendez où en sont les actualités. Alors ajoutons à ces sentiments, par exemple, le mépris, et c'est François Dubé qui le fait, parce qu'il note, il n'est pas une grève, pas une mobilisation, pas une manifestation, pas un sondage d'opinion qui ne dénonce le mépris des dirigeants et des élites. Les corps de métier sont méprisés, les enseignants, les personnels de santé, les agriculteurs, comme le sont les minorités, les habitants des quartiers populaires et ceux des territoires oubliés. Alors c'est vrai que le philosophe Jacques Deschamps rappelle l'histoire. Il dit « La philosophie est née à une époque, 5e et 6e siècle avant Jésus-Christ, où la civilisation grecque menaçait de s'effondrer.
miné par la guerre entre les cités. Effectivement, le monde alors était dans un état de crise. C'est vrai aussi que Roger Poldroy, quand il parle de philosophie dans le monde, explique que la vocation de philosophe se reconnaît d'abord à une rupture, un décrochage, une ouverture soudaine d'une brèche dans le flux ininterrompu des prétendues évidences et des certitudes familières. Il explique: loin d'être un processus purement intellectuel, la rencontre avec le trouble philosophique inaugural surgit d'une lecture, d'une parole, d'un événement qui sème en nous le désordre. Ceci ne nous rend pas plus savants, mais nous transforme, nous laissant d'abord démunis, confrontés à l'ignorance, contraints à chercher. Alors, chercher, c'est vrai que l'article d'Olivier Pascal Mousselard dans Télérama pose quelques questions. Le repli paraît compliqué. Le déni, politiquement risqué. Et c'est ce que l'anthropologue Shora Makaremi explique. Elle dit: la suppression des affects ne les fait pas disparaître, mais les fige et les rend vulnérables à la captation et à la perversion. En assignant les émotions à la sphère privée, l'ordre démocratique laisserait même le terrain ouvert à ceux qui sauront les réactiver dans l'espace public. Le fascisme, dès lors, n'est pas une menace extérieure au corps social, il est la réactivation morbide d'un régime affectif que la société démocratique a produit, mais rendu muet, en le laissant dans nos espaces privés. Alors Sama Karaki, elle, est beaucoup plus positive parce qu'elle dit « Ne pas être d'accord et même être fâché ne signifie pas qu'on n'est plus dans un espace démocratique. Au contraire, c'est quand on ne remet plus en question l'ordre dominant, quand notre cerveau collectif commence à considérer les injustices comme des choses tolérables, voire justes et légitimes, que le danger guette la démocratie. Cet attachement au collectif lisse trop le relief des désaccords. Il faut cesser d'avoir peur du conflit, l'apprécier même dans une certaine mesure et non l'éviter à tout prix. Mais pour cela, il faut exercer notre tolérance à l'incertitude et à l'ambiguïté, toutes choses qui ont tendance à nous enflammer. C'est-à-dire que le journaliste commente, il explique que le découragement, la colère et la tristesse, voire la peur qui nous ont envahis et nous envahissent encore, sont non seulement légitimes, mais sans doute nécessaires pour faire bouger les choses. Et même, il va plus loin. Il dit, la démocratie s'est longtemps reposée sur un « jusqu'ici, tout va bien », qui ne mangeait pas de pain et ne faisait pas de bruit. Mais le monde entier, et surtout la première démocratie de l'histoire, les États-Unis, est là pour témoigner que c'est un pari perdu d'avance. Quand ça va mal, on n'éteint pas le feu qui couve avec de belles paroles, sinon on se réveille avec Donald Trump au pouvoir. Admettons donc que la crise est là. Et Jacques Deschamps, le philosophe, conclut « On ne souligne jamais assez sa force dans la tempête, celle de la politesse. Même si je ne te connais pas, je te serre la main quand je te rencontre, parce que cette même main est susceptible de dégainer l'épée. Et dans les arts martiaux, avant tout combat, j'incline ma nuque, un peu comme les loups, pour te montrer que j'ai confiance en toi. Tu n'en profiteras pas pour m'attaquer. La politesse est une immense conquête. Elle n'a jamais empêché de lutter pour ce à quoi on croit, et elle évite quand même de se foutre sur la gueule. Finalement, dit Norbert Elias, la mise en place de rituels ayant pour fonction explicite de neutraliser l'irruption de la violence a été l'une des grandes inventions de la culture. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Margot Poutavi. À notre agenda culturel, notez dès à présent de réserver des places en famille pour un concert, un conte musical proposé justement
par le Conservatoire Honegger au théâtre de l'Hôtel de Ville le 12 février à 19 h. Il s'agit de Paddington. Le petit ours Paddington arrive du Pérou après avoir traversé l'Amérique, l'Afrique et l'Europe. Il arrive à Londres où il se lie d'amitié avec Monsieur Gruber, un antiquaire bienveillant. Et il découvre là avec lui les merveilles de la musique classique. C'est l'orchestre des enseignants du Conservatoire Honegger qui nous propose ce magnifique concert. Réservez vos places dès à présent. Les enfants à partir de 5 ans, allez-y en famille ou envoyez vos plus grands enfants pour un plaisir de 55 minutes. Au revoir. Pour ce début d'année, je vous invite à nous rejoindre. Soutenez-nous. Adhérez, réadhérez, pensez à réadhérer. Bonne semaine à vous. Rendez-vous dimanche prochain à 11 h. Au revoir, bonne semaine.